La transformation numérique des entreprises manufacturières est un élément essentiel pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication d'ossature bois et d'une scierie. Pour cela, nous avons rencontré Jean-Philippe Mouchen et Romain Troquet. Je suis le directeur de chez Mobic. Mobic est une entreprise qui fait partie d'un groupe. Il y a 3 entreprises, IMAX Pro qui est spécialisée en robotique et en automation industrielle, et Sidus, notre scierie qu'on a rachetée il y a 5 ans, où on a toute l'activité de première et deuxième transformation du bois et où on concentre l'essentiel de nos activités puisque le site est grand et qu'on peut y implanter toutes les nouvelles lignes de production. Je suis directeur de Sidus, qui est l'usine du groupe, donc comme Jean-Philippe l'a expliqué, un groupe qui est actif dans la digitalisation, la numérisation et toute la partie pré-montage 3D, mais également l'aspect de développement robotique. Pourquoi une scierie et un atelier de production? Le but, c'est d'avoir intégré l'entièreté de la filière. Donc on a d'abord commencé l'intégration en amont et puis maintenant en aval. Donc l'idée, c'est d'avoir une maîtrise complète de l'ensemble des paramètres pour que la plupart des gens aient accès à un logement de qualité mais à un prix raisonnable. Pour resituer les entreprises dans leur contexte, donc Mobic, la première implantation, c'était à Arzé, en région liégeoise. Donc là, on avait une usine de transformation, de deuxième transformation, où on réalisait de la construction en 2D, de manière assez classique dans le secteur du bois. Donc préfabrication en usine, montage sur chantier avec des crues. Et puis il y a 5 ans, l'opportunité s'est présentée de racheter le site Sidus, l'anciennement la scierie du Saussois, donc qui est maintenant appelée Sidus, qui est une scierie avec un parc important, on a 140 000 m² pour y réaliser des projets. Et donc on y avait la première transformation et on y a implanté toute la suite logique de cette première transformation, donc à savoir un nouveau hall de production pour faire de la construction 2D et 3D de structure, et puis de la transformation du bois, de la valorisation au travers de la torréfaction. De quoi se compose le parc industriel? Donc, si on veut schématiser les outils qu'on y retrouve, une scierie assez classique, une scierie assez ancienne mais qui fonctionne très bien avec une mécanique assez fiable, des séchoirs derrière pour sécher le bois avant de les valoriser, et puis dans la filière bois de finition qui sont du parquet, du bardage et de la terrasse, on y a mis des cellules de thermotraitement, donc du bois torréfié, et puis on a construit un nouveau hall de 7000 m² où là on a implanté des usines robotisées, donc on a 2 lignes de production robotisées pour faire de la fabrication de structures, donc de la 2D qui vont partir ensuite dans de la 3D, et puis des robots d'usinage de produits spécifiques comme des grumes, des poteaux, des poutres qui servent à des applications particulières et des développements qu'on réalise dans l'entreprise. Quels sont les apports de la numérisation dans votre cas? Le développement de la technologie d'IMAX permet de mettre maintenant des robots en place de manière assez rapide, des robots mobiles qui vont pouvoir prendre des tâches absolument ingrates qui vont être réalisées de manière automatique et performante. Le fait d'appliquer de la robotique, notamment en tous les cas de la digitalisation au milieu du bois, ça permet vraiment d'optimiser la ressource. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller prélever en forêt uniquement les arbres, le bois dont on a besoin et qui est essentiel, et de le travailler beaucoup mieux, de le travailler de manière beaucoup plus pertinente et performante, et donc finalement de pouvoir répondre aux enjeux climatiques de demain, c'est-à-dire diminuer l'empreinte carbone de l'être humain sur la planète. Et la construction est un des enjeux parce qu'on est un des plus gros consommateurs de carbone, enfin pourvoyeurs de carbone, et donc l'idée c'est vraiment d'optimiser la ressource, mais aussi d'aller vers des matériaux beaucoup plus durables comme le bois. Ça fait partie de la croissance de l'entreprise. Se faire accompagner des robots pour faire grandir l'entreprise, c'est presque inéluctable si on veut diminuer les coûts de production. Mais en prenant les travaux qui sont pénibles et qui sont répétitifs, ça c'est la fonctionnalité du robot. Quelles ont été les étapes pour moderniser votre entreprise? Chez nous, ce qu'on a robotisé avant, c'était des fabrications qui n'existaient pas, donc utiliser des robots détournés de l'industrie automobile pour faire du bois et pour amener un autre regard sur la construction. Dans un premier temps, quand on a fait de la robotique pour faire de la 2D, l'idée c'était d'augmenter les cadences, la qualité de production et pouvoir répondre à des plus gros marchés. Et puis finalement, ce sont cette possibilité de robotique qui nous ont ouvert d'autres marchés, où on a trouvé d'autres sources de développement et ces marchés nous ont obligés à trouver des solutions robotiques avec les robots qu'on avait déjà. En quoi les robots permettent-ils de produire des éléments qui ne seraient pas réalisables sans eux? Les deuxièmes lignes de production robotisées qu'on utilise, ce sont des robots mobiles qui se déplacent autour de l'objet et qui permettent d'envisager la construction sur un axe différent
que celui qu'on a l'habitude de côtoyer dans la construction dans le monde, où ici on va raisonner autour de la matière, donc le robot est capable de scanner son environnement, d'usiner la matière et du coup d'ouvrir de toutes nouvelles applications. Je vais en citer une qui est assez intéressante, c'est le carport qu'on a fait pour Peridaisa, 105 000 m² de carport. On a utilisé un système de poteaux-poutres en grumes usinées. C'est un défi qui n'était réalisable qu'avec des robots. Quelques mots sur le BIM. Le BIM, évidemment, quelque part, on a toujours été considéré, tenu compte du fait qu'il fallait numériser le bâtiment. C'est la base même de notre métier depuis toujours. Les fichiers qu'on envoie aux machines derrière sont des fichiers qui partent d'un dessin 3D, fait sur un logiciel de dessin pour l'ossature. Donc cette intégration, la numérisation du bâtiment, ça a toujours été notre première activité. D'ailleurs, si on s'aide Mobic en trois métiers, on a le bureau d'études qui va numériser le bâtiment, l'usine de fabrication et puis les équipes de montage. Recevoir le fichier FC où on voit l'ensemble du bâtiment, la visualisation pour ce type de projet du bâtiment dans sa 3D dans lequel on peut voyager, tourner sans passer par une lecture classique de plan en 2D, c'est magique. Ça permet de complètement appréhender le bâtiment, l'ouvrage et la façon dont on va le travailler. Typiquement pour ce type de construction, on travaillait pour Rien de Nul qui ont l'habitude de travailler avec des grues tours sur des grands chantiers. Le fait de le voir dans sa réalité en 3D nous a permis d'avoir une approche plus pragmatique, c'est d'utiliser des grues mobiles qui se déplacent, donc 3 grues de front avec simplement 2 opérateurs, un opérateur machine et 2 opérateurs qui mettent en place les murs, et donc de faire 3 équipes pour avancer sur ce bâtiment. Je ne suis pas sûr que dans la réalité d'un plan 2D, on aurait compris ça et on l'aurait travaillé comme ça, on l'aurait travaillé d'une manière plus classique. D'avoir cette vision globale du bâtiment amène une autre approche et donc une autre façon de relever le défi. Quels profils de l'entreprise sont impactés par les nouvelles technologies, les nouveaux processus? Je pense que tous les profils sont impactés. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser l'entièreté des hommes, que ce soit le plus simple manœuvre au plus grand chef d'équipe, c'est de pousser vers l'amélioration continue. Et donc l'idée dans ce sens-là, c'est que tous les profils sont impactés, parce que justement, si tout le monde n'augmente pas les curseurs au fur et à mesure, ce ne sera que des coups dans l'eau, parce qu'il va falloir convaincre tout le monde. Tandis que si tout le monde participe au processus de développement, on n'a plus besoin de convaincre, et donc on se retrouve finalement à avoir des idées qui viennent de la base. Et donc finalement, c'est le meilleur juge de son poste, c'est l'opérateur. C'est pas celui qui dirige le poste. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser, de promouvoir, c'est l'amélioration continue par l'expérience de chacun. Comment faire face aux difficultés de recrutement? On a créé 2 opérations coup de poing pénurie, donc c'était des opérations ponctuelles avec notamment le Forum, le centre de compétences Wallonie-Bois à Libramont, où on a créé 2 formations, donc 2 fois une formation de 6 mois. C'était 3 mois au centre de formation, puis 3 mois en entreprise, et on s'engageait à terme à engager 80% de ceux qui réussissaient la formation en CDI directement. Et ces gens, du coup, étaient formés réellement à ce qu'on avait besoin, parce que c'est une formation qu'on a développée sur mesure pour nous. Et donc, c'est quelque chose qui répond à une problématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur le marché de l'emploi qui n'ont pas de compétences, pas de formation, mais qui ont une grande envie, et nous qui avons des compétences de toute façon qui sont uniques. Et donc, l'idée, c'est de faire matcher les deux et de trouver finalement l'opérateur parfait, de le créer. En quoi les profils à forte compétence numérique et les profils avec un savoir-faire métier sont-ils complémentaires? On a parfois des opérations qui sont faites avec des robots, mais qui vont nécessiter la compétence de menuisier, qui lui l'a fait à la main et qui donc il peut venir apporter son expertise à ceux qui développent les programmes derrière le robot en disant si tu abordes la matière d'une manière différente, à une vitesse différente d'outils, ou dans l'autre sens par rapport au fil du bois, on va avoir un meilleur résultat. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir le mixte des deux. En fait, on a le côté technologie, mais le côté expérience du bois qui sont inévitablement à un moment donné amenés à se rencontrer. L'idée, c'est vraiment de garder l'âme du métier, c'est-à-dire de vouloir bien faire les choses, des choses abouties, des choses de qualité, mais ça peut se faire par le biais des technologies. C'est d'enlever la pénibilité et donc finalement de ne garder que le plaisir du travail bien fait. Comment favoriser l'amélioration continue? Donc l'idée, c'est vraiment de créer un point de captage des cerveaux. Donc d'avoir des gens finalement qui arrivent avec leurs idées et pas nous de vouloir formater les choses. Chacun va arriver justement, c'est ça l'idée, si on veut acquérir entre guillemets des gens qui ont des idées, qui ont envie de développer des choses, notre rôle c'est justement pas de les brider dans un canevas, mais de se servir finalement de ce que chacun va amener pour sortir un produit qui est vraiment valable et de qualité. Une réunion par semaine où on a dédié 2 heures toute l'équipe ensemble, donc tous les encadrants finalement,
pour déjà parler planning et des choses qui vont bien, mais aussi des choses qui ne vont pas. Et donc de mettre en place, et ça ne vient pas toujours de Jean-Philippe ou moi, l'idée c'est vraiment que chacun a le droit de parole sur tout sujet confondu, et comme tout le monde assiste aux problématiques de tout le monde, finalement ça crée une espèce d'intelligence collective, avec chacun sa petite fibre, mais qui est, de par l'angle d'attaque, finalement permet d'avoir quelque chose qui est tout à fait transversal au niveau des problématiques et surtout des solutions. Quels sont les enjeux de demain pour votre entreprise? De toujours rester attentif finalement au monde qui nous entoure, pas au marché, au monde qui nous entoure, et de comprendre finalement quelles sont les problématiques sociétales, et de trouver finalement, avec tous les outils qu'on a à notre disposition, en ayant tout intégré, finalement la meilleure manière d'aborder ces problématiques et de trouver des solutions, qu'elles soient ponctuelles ou qu'elles soient même structurelles. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'enjeu de nos entreprises demain, c'est finalement de rester fort à l'écoute pour capter finalement tout ça et y répondre de manière pertinente. Quels conseils donneriez-vous aux entreprises n'ayant pas entamé leur transformation? Si on pense qu'on va résoudre tout en une fois, on se met des freins et on n'avance pas, donc il faut y aller. Il faut commencer, il faut démarrer le processus par une petite partie, par une plus grande, partout s'ils en ont les moyens, mais démarrer le processus, ce n'est qu'un cercle vertueux au bout du compte. Que changeriez-vous si vous pouviez revenir en arrière? Rien, parce que justement c'est tous les essais-erreurs qu'on a fait qui font maintenant notre connaissance et notre savoir-faire et l'intelligence collective dont je parlais tantôt. C'est vraiment ça, l'idée c'est qu'il faut parfois savoir se tromper et échouer pour pouvoir réussir après. Même si on a lancé parfois des processus de transformation digitale des machines qui n'ont pas obtenu au bout du compte le résultat qu'on voulait, ou on a été moins performant que ce qu'on pensait, c'est pas grave, on l'a fait, on a fait un pas en avant et c'est ça l'évolution en fait.